Un basculement financier net frappe le Burkina Faso au cœur de l'année 2025. Alors que la dette intérieure écrasait encore les marges de l'État, elle recule brutalement, à contre-courant d'une Afrique de l'Ouest globalement plus endettée, révélant une discipline budgétaire rarement observée. Que signifie vraiment cette accélération pour la stabilité du pays, et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré s'impose-t-il désormais dans chaque lecture de cette trajectoire ? Un nouveau centre de gravité économique se dessine. Cette analyse promet d'expliquer comment un redressement budgétaire rapide peut modifier durablement les équilibres d'un État. Concrètement, cela signifie un État plus stable, moins dépendant, mieux protégé. L'enjeu dépasse toutefois la simple disparition d'un stock de dettes. Il concerne la capacité à financer des infrastructures sans à-coups, à soutenir des secteurs productifs encore fragiles et à restaurer une confiance économique érodée par des années de contraintes financières. Si la trajectoire s'interrompt, le risque n'est pas un retour immédiat à la crise, mais une fragilisation progressive des acquis, avec des arbitrages plus douloureux à venir. A l'inverse, si la dynamique se consolide, un succès ponctuel peut devenir un socle structurel, capable d'amortir des chocs externes et d'élargir les marges de décision publique. Le fil conducteur sera donc double: identifier ce qui rend cette stratégie tenable dans le temps et examiner les preuves concrètes d'un changement de rythme. La promesse est claire: comprendre les mécanismes avant d'en juger la portée réelle. Deux faits chiffrés suffisent à signaler que quelque chose a changé en 2025. La dette intérieure du Burkina Faso recule à 161 milliards de francs CFA, tandis que plus de 1200 milliards sont remboursés entre janvier et fin novembre, indiquant une accélération continue plutôt qu'un sursaut tardif. Cette combinaison rare signale clairement le basculement. Pour comprendre ce résultat, il faut quitter la lecture événementielle et observer une mécanique installée dans la durée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la politique financière n'est pas pensée comme une succession de correctifs, mais comme un enchaînement cohérent de leviers. La réduction des dépenses jugées non prioritaires s'est articulée avec une amélioration de la collecte des recettes nationales et une limitation volontaire du recours au financement extérieur. Chaque décision renforce la suivante, créant un cadre où les ajustements cessent d'être isolés. Le contexte international n'a pourtant rien de favorable. La volatilité des matières premières, les pressions inflationnistes et le durcissement global des conditions de financement auraient pu neutraliser ces ambitions. Or, le Burkina Faso emprunte une trajectoire inverse à celle de nombreux pays de la région, non grâce à un excédent exceptionnel, mais par une logique d'optimisation interne. Les secteurs agricoles, industriels et miniers n'explosent pas soudainement. Ils voient leurs revenus mieux captés, mieux organisés et mieux orientés vers un objectif central, alléger la dette intérieure. Cette lecture met en évidence une chaîne d'interdépendance. Une gouvernance budgétaire resserrée alimente la mobilisation des ressources domestiques, qui soutient une gestion macroéconomique plus prudente. Ensemble, ces éléments transforment une situation fragile en progression logique. C'est précisément cette cohérence qui explique pourquoi la dynamique enclenchée ne s'est pas essoufflée au fil de 2025. On peut donc le dire simplement, la baisse de la dette n'est pas un accident statistique, mais le signal d'un changement de régime financier encore en construction. Derrière les annonces macroéconomiques, un acteur discret apparaît dans les récits de terrain. L'administrateur financier chargé d'exécuter, jour après jour, les directives budgétaires. Son rôle s'intensifie lorsque le pouvoir exige un suivi rigoureux des dépenses et une transparence accrue dans l'allocation des ressources. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce travail devient central. Rapports réguliers, arbitrage rapide, correction immédiate avant que les écarts ne s'installent. La réforme prend alors une forme concrète, mesurable, presque quotidienne. Presque quotidienne. Un premier cas illustre cette bascule dans une région agricole du centre du pays. Des crédits initialement dispersés sont réorientés vers la modernisation de systèmes d'irrigation. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais décisifs. Des exploitations stabilisent leur production, réduisent leur dépendance aux importations coûteuses et sécurisent des revenus plus réguliers. L'effet est progressif, mais il modifie les anticipations des producteurs.
Un second exemple émerge dans l'industrie de transformation naissante. Une petite unité agroalimentaire, longtemps freinée par des coûts d'emprunt élevés, bénéficie d'une détente graduelle des taux locaux. Cet allègement financier lui permet de maintenir ses emplois, d'honorer ses engagements et de contribuer, modestement mais régulièrement, aux recettes nationales. Là encore, l'impact est limité à l'échelle individuelle, mais significatif par accumulation. Ces effets précoces ne reposent pas sur une rupture brutale. Ils s'additionnent. En limitant les poches de gaspillage, en fluidifiant les flux internes et en clarifiant les règles, la réforme commence à transformer les comportements économiques. Moins de projets sont différés. Moins d'acteurs hésitent. Moins d'administrations repoussent des choix structurants. En clair, des ajustements précis déclenchent une dynamique saine. L'activation intervient dès les premiers jours de 2025 lorsque le gouvernement annonce une révision immédiate des priorités budgétaires. Ce geste, en apparence technique, marque une inflexion nette. Limiter strictement les dépenses non essentielles et concentrer les flux financiers vers un objectif central, la réduction de la dette intérieure. La directive se diffuse rapidement aux ministères, aux agences et aux entreprises publiques. Chaque allocation doit être justifiée, chaque ligne réexaminée. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le message est clair, la discipline n'est plus négociable. Les marges de manœuvre se resserrent, mais la lisibilité des circuits financiers s'améliore. Cette phase d'activation crée une attente collective autour de résultats mesurables, tout en installant un rythme de contrôle continu. L'apogée se dessine entre le printemps et le début de l'automne. Mois après mois, les remboursements de dettes s'enchaînent et dessinent une courbe presque continue. Les secteurs productifs, déjà engagés dans leurs ajustements, amplifient le mouvement. L'agriculture bénéficie d'infrastructures d'irrigation modernisées, ce qui régularise les récoltes et stabilise les revenus. L'industrie de transformation, encore modeste, se structure autour de projets mieux financés et mieux suivis. Le secteur minier, quant à lui, devient un relais décisif. La formalisation accrue des opérations et la meilleure captation des revenus génèrent des flux constants vers les caisses nationales. L'enchaînement est lisible. Davantage de recettes internes, moins de besoins d'endettement, davantage de capacité de remboursement. À mesure que la dette recule, la confiance des institutions financières locales se renforce. Les taux d'intérêt commencent à s'apaiser, allégeant une pression qui pesait depuis longtemps sur les entreprises. La rémanence apparaît lorsque les effets de cette phase culminante se diffusent au reste de l'économie. Les administrations, longtemps habituées à des règles plus souples, intègrent durablement les nouveaux réflexes de gestion. Les entreprises privées interprètent la baisse rapide de la dette comme un signal de stabilité à moyen terme et réévaluent leur plan d'investissement. Les ménages, confrontés à un environnement financier plus prévisible, ajustent progressivement leurs attentes. La discipline budgétaire, initialement perçue comme une contrainte, devient un repère collectif. Dans les zones agricoles, la régularité des revenus encourage des décisions d'expansion ou de modernisation supplémentaires. Dans les pôles industriels, les acteurs cherchent à capter davantage de valeur ajoutée plutôt que de dépendre d'exportation de matières brutes. Dans les régions minières, l'amélioration de l'encadrement et de la formation favorise une montée en compétences de la main-d'œuvre locale, renforçant la productivité. Peu à peu, un changement de comportement s'installe. L'État dépense moins pour corriger des déséquilibres et davantage pour consolider des structures capables de prévenir les crises. Cette séquence révèle une logique simple. Une gestion disciplinée crée de l'élan. L'activation déclenche le mouvement, l'apogée en démontre la capacité et la rémanence enracine les effets. C'est dans cette continuité que la trajectoire prend sens, au-delà d'un succès ponctuel. Le point de départ est celui d'une contrainte lourde. Au début de la période observée, la dette intérieure du Burkina Faso atteint 370 milliards de francs CFA, un niveau qui réduit fortement la capacité d'action budgétaire et entretient des tensions durables sur les circuits financiers domestiques. Ce point de départ décrit un État obligé d'arbitrer en permanence entre remboursement, fonctionnement courant et investissement productif. Elle explique aussi la prudence des acteurs économiques, confrontés à un environnement perçu comme instable. Le premier écart apparaît dans le recul spectaculaire de cette dette, ramenée à 161 milliards de francs CFA en l'espace d'un an. Cette baisse ne correspond pas à un simple ajustement comptable.
Elle traduit une accélération inhabituelle des paiements domestiques, rendue possible par une réorganisation rigoureuse des priorités budgétaires. Concrètement, moins de charges à honorer signifie davantage d'espace pour réallouer des ressources vers des usages productifs. L'allègement agit comme un desserrement progressif de l'étau financier perceptible dans l'ensemble des institutions publiques. Le deuxième repère chiffré concerne l'effort cumulé de remboursement. Entre janvier et fin novembre, plus de 200 milliards de francs CFA sont réglés par l'État. Ce volume souligne une capacité de mobilisation rarement observée sur une période aussi courte. Il révèle surtout une coordination étroite entre la collecte des recettes internes et les arbitrages de dépenses. Cet effort continu s'accompagne d'un durcissement des contrôles administratifs visant à sécuriser la fiabilité des flux et à éviter toute reconstitution rapide des déséquilibres. Le troisième élément mesurable se situe dans la réaction de l'environnement financier local. À mesure que la dette recule, une stabilisation progressive des conditions de financement s'installe. Les institutions financières interprètent cette trajectoire comme un signal de discipline durable. La prévisibilité accrue facilite la planification des entreprises, qui peuvent étaler leurs projets sans craindre des hausses brutales de coûts. Ce climat plus lisible ne repose pas sur une euphorie passagère, mais sur la répétition cohérente des mêmes arbitrages. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une séquence logique. D'abord, la réduction volontaire des dépenses jugées superflues. Ensuite, la montée en puissance de recettes issues de secteurs productifs mieux organisés. Enfin, une orchestration budgétaire resserrée, capable d'aligner objectifs et exécution. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'ambition n'est pas seulement de réduire un stock de dette, mais de rendre cette réduction reproductible dans le temps. En partant de la situation initiale, puis en mesurant l'écart, on qualifie la nature du changement. Le passage d'un budget sous tension à un budget plus flexible modifie la manière dont les institutions anticipent, décident et investissent. Les chiffres ne servent plus uniquement de preuves ex post, ils deviennent des repères opérationnels pour ajuster les stratégies futures. Ils matérialisent le glissement d'une économie contrainte vers une économie en transition. Cette approche quantitative confirme que l'amélioration observée n'est ni accidentelle ni limitée à une seule année. Elle repose sur des mesures cohérentes, suffisamment robustes pour produire un effet cumulatif. Le reflux de la dette intérieure devient alors moins un exploit isolé qu'un indicateur avancé d'une trajectoire financière en cours de stabilisation. Une première lecture favorable soutient que le Burkina Faso a enclenché une transformation économique durable. Selon cette position, la réduction rapide de la dette intérieure démontre une capacité nouvelle à gouverner les finances publiques avec méthode. La discipline budgétaire, combinée à une meilleure mobilisation des recettes nationales, aurait élargi la base financière de l'État. Les réformes engagées dans l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier indiqueraient un changement structurel plutôt qu'un simple effet de conjoncture. Dans cette perspective, la trajectoire observée traduirait une autonomie renforcée et une stabilité appelée à se prolonger. Une seconde lecture, plus prudente, avance toutefois un argument opposé. Elle suggère que l'accélération des remboursements pourrait exercer une pression excessive sur les capacités internes. La baisse spectaculaire de la dette serait alors le résultat d'une compression forte des dépenses publiques, difficile à maintenir sans coûts sociaux ou économiques à moyen terme. Cette analyse souligne aussi la dépendance persistante à des secteurs sensibles aux fluctuations externes, notamment les matières premières. Selon ce point de vue, la performance de 2025 pourrait masquer une fragilité latente, prête à réapparaître en cas de choc défavorable. Pour départager ces deux positions, il faut revenir aux éléments tangibles issus des données disponibles. Le recul de la dette de 370 à 161 milliards de francs CFA ne s'accompagne pas d'un effondrement des investissements productifs. Au contraire, les infrastructures agricoles ont continué à se moderniser. Les unités de transformation ont maintenu leur activité et les programmes de structuration du secteur minier se sont poursuivis. Par ailleurs, le remboursement de plus de 200 milliards de francs CFA sur 11 mois reflète une synchronisation étroite entre recettes domestiques et arbitrage budgétaire, plutôt qu'une extraction brutale de liquidités. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la cohérence d'ensemble constitue le point clé. Les secteurs mobilisés montrent une montée en rendement progressive
non un épuisement accéléré. Les inquiétudes sur la soutenabilité méritent d'être prises au sérieux, mais les données indiquent que la dynamique observée repose davantage sur une organisation resserrée que sur une tension extrême. Ainsi, la lecture critique enrichit l'analyse sans invalider la trajectoire. Elle rappelle que la solidité d'un redressement se mesure moins à sa vitesse qu'à la capacité à maintenir, ajuster et corriger ses leviers dans le temps. Un pivot silencieux s'installe et il mérite qu'on s'y attarde. À ce stade, l'attention se déplace subtilement. Il ne s'agit plus seulement de constater la baisse de la dette intérieure, mais d'observer la manière dont l'économie commence à se réorganiser autour de nouveaux repères. Le changement ne se manifeste pas par un chiffre spectaculaire, mais par une série de signaux secondaires. Délais de paiement plus courts, meilleure prévisibilité pour les entreprises, et capacité accrue des administrations à ajuster leur budget sans interrompre des projets essentiels. Ces indices, discrets, pris isolément, forment ensemble un marqueur de bascule. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes budgétaires cessent progressivement de répondre uniquement à des urgences. Ils commencent à structurer les comportements économiques. Les agriculteurs investissent avec davantage de confiance, car les revenus deviennent plus réguliers. Les industriels planifient sur plusieurs cycles, portés par un environnement financier plus lisible. Les acteurs du secteur minier synchronisent mieux leurs opérations avec les besoins de trésorerie nationale, réduisant les frictions récurrentes. Ce pivot modifie la perception générale. Ce qui pouvait être interprété comme un succès de circonstance prend la forme d'une stabilité émergente. La dette recule, certes, mais surtout, de nouveaux réflexes de gestion s'installent. L'effort initial devient trajectoire. Le redressement cesse d'être un épisode pour s'inscrire dans une continuité encore fragile, mais désormais visible. Pour l'État, la réduction rapide de la dette intérieure modifie d'abord la gestion quotidienne. Moins de ressources sont absorbées par le service de la dette, ce qui libère une marge budgétaire utilisable sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts. Les administrations gagnent en prévisibilité et peuvent programmer leurs dépenses sur des horizons plus longs. Cette capacité à planifier réduit les arbitrages d'urgence et renforce la crédibilité de l'action publique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette évolution se traduit par une administration moins réactive aux crises ponctuelles et davantage orientée vers la prévention des déséquilibres. Pour les entreprises nationales, l'effet est double. D'un côté, la baisse de la dette intérieure améliore la perception du risque souverain, ce qui contribue à une détente progressive des conditions de financement local. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes structures, peuvent envisager des projets de transformation ou d'expansion avec une visibilité accrue. De l'autre, la discipline budgétaire impose un cadre administratif plus lisible. Les règles de financement public deviennent plus claires, ce qui réduit l'incertitude liée aux délais de paiement et aux changements soudains de priorité. Cet environnement favorise une prise de décision plus rationnelle et moins défensive. Pour les ménages, les conséquences sont plus diffuses mais réelles. La stabilisation de l'environnement financier limite les chocs brusques liés aux variations de crédit et aux tensions inflationnistes. Dans les zones rurales, les investissements dans l'agriculture, notamment l'irrigation, contribuent à une plus grande régularité des revenus. Cette continuité permet aux familles d'anticiper leurs dépenses essentielles et d'éviter des ajustements permanents. La réduction de la dette intérieure n'est pas perçue comme un indicateur abstrait, mais comme un facteur qui rend l'économie quotidienne plus lisible et moins imprévisible. Pour le positionnement régional et international, enfin, la trajectoire observée envoie un signal distinct. Dans un contexte où de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest voient leur endettement s'alourdir, le Burkina Faso se singularise par une dynamique inverse. Le remboursement de plus de 200 milliards de francs CFA sur 11 mois renforce la crédibilité du pays auprès des institutions financières et des partenaires extérieurs. Cette performance ne garantit pas une immunité face aux chocs externes, mais elle repositionne le pays comme un acteur capable de consolider ses décisions économiques à partir de ressources internes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette image contribue à redéfinir la place du Burkina Faso dans les équilibres régionaux. Pris ensemble, ces effets montrent que la réduction de la dette intérieure dépasse le cadre comptable. Elle reconfigure les relations entre l'État, les acteurs économiques
et les partenaires extérieurs. Le gain principal réside moins dans le chiffre final que dans la transformation des comportements et des anticipations qu'il entraîne. Dans l'hypothèse la plus probable, si la discipline budgétaire se maintient au niveau observé, la trajectoire actuelle devrait se prolonger sans rupture majeure. La dette intérieure continuerait de reculer, mais à un rythme plus modéré que celui enregistré en 2025. Les recettes issues de l'agriculture modernisée, du secteur minier mieux encadré et de l'industrie de transformation en consolidation soutiendraient cette progression. Les taux d'intérêt locaux resteraient relativement contenus, offrant un environnement financier prévisible aux entreprises. Dans ce cadre, l'État préserverait sa capacité à arbitrer sans urgence, à condition de maintenir la cohérence entre collecte des ressources et priorité de dépenses. Dans une perspective plus favorable, si les secteurs productifs renforcent leur rendement plus rapidement que prévu, la dynamique pourrait s'amplifier. Une irrigation plus efficace, une industrialisation mieux intégrée aux chaînes locales et une captation accrue des revenus miniers élargiraient les marges budgétaires. La dette intérieure diminuerait alors plus vite, libérant davantage d'espace pour financer des infrastructures structurantes et renforcer les services publics. L'environnement financier gagnerait en stabilité, améliorant l'attractivité du pays pour les investisseurs domestiques. Ce scénario suppose une exécution rigoureuse des réformes et l'absence de chocs externes majeurs, sans présumer d'un excédent exceptionnel. A l'inverse, si des tensions apparaissent, si la conjoncture internationale se dégrade, notamment par une baisse des prix des matières premières ou un resserrement des conditions commerciales, la progression pourrait marquer un palier. Les recettes internes s'en trouveraient affectées, contraignant l'État à ralentir le rythme des remboursements. La dette cesserait alors de diminuer rapidement, sans pour autant repartir à la hausse immédiate. Les marges de manœuvre se réduiraient, obligeant à des arbitrages plus stricts sur les dépenses non essentielles. Ce scénario n'efface pas les acquis, mais en suspend la vitesse. Ces trois trajectoires montrent que l'avenir proche dépend moins d'un chiffre isolé que de la capacité à préserver la cohérence des réformes. Il faut observer les mécanismes, pas seulement les résultats. Si les choix restent alignés, la trajectoire peut se consolider. S'ils se fragmentent, l'élan se dissipera. Pour une grande partie des citoyens, la transformation budgétaire engagée se traduit d'abord par une réduction de l'incertitude. Lorsque la dette intérieure diminue et que l'État gagne en crédibilité financière, l'environnement économique quotidien devient plus lisible. Les ménages peuvent mieux anticiper leurs dépenses, notamment dans les zones rurales où les revenus dépendent fortement de la régularité des cycles agricoles. Les investissements liés à l'irrigation et à l'organisation des filières contribuent à cette stabilité progressive en limitant les ruptures brutales de ressources. Pour les petites et moyennes entreprises, l'évolution observée modifie les stratégies à moyen terme. La détente graduelle des conditions de financement local réduit la pression sur les coûts de crédit et facilite la planification. Les entrepreneurs peuvent projeter des investissements de transformation ou de modernisation sans craindre des variations soudaines de cadre financier. Cette visibilité accrue s'accompagne d'un environnement administratif plus cohérent, où les règles de financement public et les délais deviennent plus prévisibles. Le risque perçu diminue, même si les contraintes structurelles demeurent. Pour la jeunesse, la dynamique enclenchée ouvre un horizon différent. Les réformes menées depuis 2025 valorisent davantage les compétences locales, en particulier dans l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier. L'amélioration des formations techniques et l'émergence de projets plus structurés créent de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle. Ce mouvement ne résout pas instantanément les défis de l'emploi, mais il déplace le cadre de référence. L'avenir n'est plus uniquement associé à la contrainte financière, mais à la capacité du pays à construire une croissance ancrée dans ses propres ressources. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces effets combinés redessinent la relation entre politique publique et trajectoires individuelles. La réduction de la dette intérieure dépasse ainsi la sphère macroéconomique. Elle influence la manière dont chaque groupe se projette, ajuste ses choix et interprète les signaux d'avenir dans un environnement devenu progressivement plus stable. La consolidation de la stabilité budgétaire observée en 2025 repose désormais sur une organisation méthodique des chantiers en cours.
Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs leviers déjà activés peuvent être structurés en une feuille de route claire, orientée vers la durabilité plutôt que vers la performance ponctuelle. D'abord, maintenir une révision régulière des dépenses publiques afin d'identifier et corriger rapidement les écarts sous la responsabilité du ministère des Finances. L'idéal est d'avancer sur une base trimestrielle, en comparant systématiquement les allocations prévues et les dépenses exécutées. Cet axe vise à empêcher la reconstitution silencieuse de déséquilibres. Ensuite, optimiser la collecte issue de l'agriculture modernisée, de l'industrie émergente et du secteur minier mieux encadré, mené par les administrations fiscales en coordination avec les secteurs productifs. Cela peut se faire par des ajustements semestriels des projections de recettes, en suivant l'évolution des entrées budgétaires domestiques. L'objectif est de réduire davantage la dépendance au financement extérieur. Par ailleurs, stabiliser les conditions de crédit pour permettre une planification à moyen terme avec les institutions financières locales, un suivi mensuel des taux et des volumes, ainsi que l'observation de la variation des conditions appliquées aux entreprises permettent d'en suivre l'évolution. Cet axe soutient la continuité des investissements productifs. Enfin, renforcer les compétences dans l'agriculture, l'industrie et l'extraction minière, portées par les ministères sectoriels et centres de formation. Des programmes annuels peuvent être suivis à travers le nombre de travailleurs formés et intégrés. Structurer ainsi, cette feuille de route transforme un succès budgétaire en trajectoire durable, en liant discipline, ressources et compétences dans une logique cohérente. Au terme de cette trajectoire, un motif revient avec insistance: la reprise progressive du contrôle. Les premiers gestes budgétaires, discrets et souvent perçus comme techniques, ont agi comme des points d'ancrage. Ils rappellent les scènes décrites plus tôt, lorsque chaque dépense devait être justifiée et chaque ressource domestique mobilisée avec précision. Ces choix, peu visibles hors des cercles administratifs, ont pourtant redessiné les contours d'une économie longtemps enfermée dans des marges étroites. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette rigueur n'a pas été présentée comme un sacrifice, mais comme une manière d'élargir le champ des possibles. Dans les campagnes, les unités de transformation et les zones minières, les premiers signes de stabilité ont pris des formes concrètes. Revenus plus réguliers, projets moins fragiles, décisions moins contraintes par l'urgence. La réduction de la dette intérieure cesse alors d'être un indicateur abstrait. Elle devient un symbole de cohérence, un marqueur de résilience et une promesse mesurée adressée à ceux qui construisent l'économie au quotidien. Le fil narratif se referme sur cette idée simple. La stabilité ne surgit pas par hasard. Elle se construit par des choix répétés, alignés et assumés. Ce chemin reste en cours, mais il offre déjà un horizon plus lisible, où l'effort collectif commence à produire des repères durables. Cette trajectoire financière retient l'attention parce qu'elle esquisse une autre manière de penser la stabilité. Elle suggère qu'un État peut renforcer ses marges d'action en s'appuyant d'abord sur la cohérence de ses choix internes, plutôt que sur une accumulation de réponses d'urgence. Pour les citoyens, les entreprises et les observateurs extérieurs, cette évolution invite à dépasser le simple commentaire des chiffres et à interroger la logique qui les sous-tend. Le débat ne porte donc pas uniquement sur la rapidité du redressement, mais sur sa capacité à durer. Comment accompagner une dynamique qui repose sur la discipline sans freiner l'initiative? Comment préserver l'équilibre entre rigueur budgétaire et besoins sociaux? Et comment mesurer dans le temps ce qui relève d'un ajustement transitoire ou d'un changement de cap durable? Ce récit reste ouvert. Il gagne à être enrichi par des analyses croisées, des points de vue divergents et des retours d'expérience. La discussion collective permet souvent de mieux saisir les forces et les limites d'un modèle en construction. La question finale est simple, mais essentielle. Quels choix permettront de transformer cette stabilité naissante en acquis partagé?